J'étais là, debout dans la grande salle du château de Greystone, une forteresse de pierre grise dominant la Manche, quelque part sur la côte bretonne. Le silence qui régnait était plus assourdissant que n'importe quel cri. Un silence lourd, pesant, saturé de regards accusateurs et de la fureur latente des alphas présents. Mes mains, moites, agrippaient le plateau de vin qu'on m'avait ordonné de tenir. Le sang s'était vidé de mon visage quand j'avais vu Cale, le traqueur du clan russe, traîner, ensanglanté, au milieu de la pièce. Mes yeux, l'un noisette, l'autre bleu éclaté, devaient trahir ma panique, même si je m'efforçais de les masquer en fixant le sol. Il était là, devant moi, les traits déformés par les coups, enchaînés d'argent. Et il m'avait vu, il m'avait senti. « Elle est à moi !» avait craché Cale, sa voix rocailleuse résonnant comme des graviers dans la pièce. « Elle appartient à l'Alpha de l'Oural. Elle est la Louve Blanche. La tueuse qui a assassiné le fils de l'Alpha. » Julien, lui, n'avait pas bougé. Son regard d'acier, habituellement froid et calculé, portait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de stupéfaction et d'une profonde, déchirante réalisation. Le puzzle s'était enfin assemblé sous ses yeux. Il n'y avait plus de doute, plus d'énigmes. Il savait. « C'est vrai ?» avait-il demandé. Pas de signe, pas de note sur une tablette. Sa voix était basse, étrangement calme, comme le courant d'une rivière avant la chute. « Es-tu celle qu'il chasse ?» J'avais reculé, secouant frénétiquement la tête. Je ne pouvais pas. Pas ici. Pas devant le conseil, devant ces vautours qui attendaient la moindre faiblesse de Julien. Si j'admettais la vérité, la loi l'obligerait à me livrer pour éviter une guerre. Et je savais qu'il y aurait une guerre. Pierre, l'alpha de la Rivière Rouge, le rival de Julien, s'était levé, sentant l'odeur du sang dans l'eau. Ses yeux brillants de satisfaction s'étaient posés sur moi, puis sur Julien. « Julien, si vous hébergez une fugitive qui a tué le fils d'un alpha, vous violez le traité, » avait-il asséné. « Livrez-la ou je la prendrai. » Ses gardes avaient avancé, les mains sur leurs armes. Le temps semblait suspendu. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour de panique résonnant dans mes oreilles. Je me sentais prise au piège, comme un animal acculé, sans issue. C'était il y a, combien de temps déjà? 3 mois? 4? Le temps est devenu une notion élastique depuis que ma vie a basculé ici, au château de Greystone. Je ne sais plus trop. Les jours se ressemblent et se déforment. La mémoire, vous savez, c'est une chose étrange. Surtout quand vous essayez de l'oublier et de vous en souvenir en même temps. J'étais là donc, tremblante, le regard de Julien transperçant le mien. Puis, il s'était avancé. Lentement, il avait fait le tour de la table massive en acajou. Il s'était placé entre moi et les alphas, tournant le dos au conseil, ne faisant face qu'à moi. Une main s'était tendue, effleurant délicatement la cicatrice qui zébrait ma gorge. La cicatrice qui m'avait volé ma voix. « Elle n'est pas une fugitive », avait-il déclaré, sa voix résonnant avec une autorité inébranlable, brisant le silence tendu. « Alors, qu'est-elle » avait lancé Pierre, le défi clair dans sa voix. Julien m'avait regardé, ses yeux fixés sur les miens, un éclair de quelque chose, de détermination farouche, de sacrifice, de folie, avait traversé son regard. Elle est ma compagne. Le souffle coupé, c'est tout ce que j'avais entendu dans la salle. Un hoquet collectif, un silence stupéfait qui avait aspiré tout l'air. Même moi j'avais figé. Mes yeux d'un coup s'étaient écarquillés, fixés sur Julien. Sa compagne? Un murmure à peine audible s'était échappé de ma gorge blessée, un son que je n'avais pas produit depuis des années, mais il n'avait rien entendu, personne n'avait rien entendu. C'était un mensonge magnifique et terrible, tissé pour me protéger. « Votre compagne? » Pierre avait ri, un rire incrédule et moqueur. « Une servante muette?
Une humaine? Elle est une louve, avait clamé Julien, se tournant pour leur faire face, me cachant de son corps imposant. Et elle est sous la protection du clan Sterling. Quiconque la touche déclare la guerre à moi. Et la guerre, en effet, avait éclaté. Mais ça, on y reviendra. Avant d'arriver à cette folie, il faut comprendre d'où je viens et comment ma route a croisé celle de Julien. Mon arrivée ici, au manoir Greystone, était, je crois, le destin ou la malédiction. Je ne sais plus. Tout a commencé des années avant, dans les Alpes françaises, si je me souviens bien. Oui, c'était bien là-bas. 5 ans auparavant. Le souvenir est comme une vieille cicatrice sur mon âme, lancinante et persistante. Je revoyais la neige immaculée, le blizzard hurlant, le goût métallique du sang dans ma bouche. Le froid mordait mes membres, chaque mouvement était une torture. J'avais traîné son corps brisé sur des kilomètres, à travers des zones d'avalanche, tandis que des loups renégats nous talonnaient. Sa vie était suspendue à un fil, et je le savais. Et la mienne aussi, en fait. Je me rappelais le choc, l'impact terrible. La douleur qui avait traversé ma gorge quand une bête s'était jetée sur moi, arrachant un morceau de ma chair, mes cordes vocales. Le sacrifice. Pour lui, je l'avais fait sans hésiter. C'était mon instinct. Mon devoir, peut-être, même si je ne connaissais rien de lui. Après ça, il m'avait fallu fuir, devenir cette louve fantôme qu'il chassait, une louve sans clan, exilée, avec un prix sur ma tête pour le meurtre du fils de l'Alpha russe. Une erreur, un accident. Mais la loi est la loi. C'était une longue histoire, pleine de trahisons et de malentendus. Mais au fond, ça ne changeait rien. J'étais seul, et je le savais. Mon errance m'avait mené jusqu'ici, dans le nord de la France. Saint-Malo peut-être, ou Fécamp. Le manoir Greystone, une imposante demeure de verre et d'acier, perchée au bord d'une falaise. Un endroit où les secrets étaient enterrés sous des couches de luxe et de silence. Quand je suis arrivé, ce n'était pas un entretien d'embauche habituel. On m'a juste fait passer un test de ménage, puis on m'a dit « Vous êtes embauchée, mademoiselle Marie. Vous êtes muette, c'est ça? Parfait. Moins ceux de commérage. » Il cherchait une femme de chambre. J'étais une survivante en quête d'anonymat. Le parfait camouflage. Mais je ne savais pas alors que l'Alpha Silas Sterling, que je devrais appeler Monsieur Julien désormais, l'homme le plus redouté d'Amérique du Nord, passait des millions à me traquer. J'étais juste là, à frotter ses sols, muette, incapable de lui dire « Je suis là, je vous ai sauvé. » La pluie, ici, elle ne tombait pas, elle cherchait à effacer la ville, le monde. Dans le manoir, elle était un bruit blanc constant, un fond sonore pour mes journées solitaires. La première fois que je l'ai vue de près, c'était dans sa bibliothèque, des jours après mon arrivée. Une après-midi pluvieuse. Il était debout, une silhouette sombre et imposante devant la fenêtre allant du sol au plafond de son bureau. J'ai reconnu l'odeur tout de suite. Cèdre, pluie et cette touche métallique de vieux sang. L'odeur que j'avais suivie dans la neige des Alpes 5 ans plus tôt. C'était lui. C'était bien lui. Sans le sang et la glace, il paraissait tellement différent. Plus froid, plus dur. Mais je savais. Declan Ali, son bêta et chef de la sécurité, un homme qui sentait l'huile d'armes et le pain humide m'avait fait entrer. Julien ne s'était pas retourné, m'avait posé une question, et Declan avait répondu que j'étais muette à cause d'un traumatisme. C'était ma couverture. L'alibi parfait. J'ai sorti ma tablette, l'ai tenue devant lui. Je suis travailleuse. Je ne me mêle pas. J'ai juste besoin du travail. Son regard s'était déguisé. Il s'était rapproché, envahissant mon espace personnel. Je tremblais, oui, mes instincts de louve me hurlaient de fuir. Mais j'ai tenu bon. Mon menton s'est soulevé un tout petit peu, exposant la cicatrice épaisse et dentelée sur ma gorge. Il l'avait vu. Un soupçon d'adoucissement, imperceptible pour d'autres, avait traversé ses yeux. Puis il m'avait demandé, d'une voix étonnamment douce,
Qui vous a fait ça? Je n'avais rien dit. J'avais secoué la tête, le suppliant du regard de ne pas insister. Il n'avait pas insisté. Juste un ordre froid de rester hors de sa vue la nuit, s'il arpentait les couloirs, car il n'était pas toujours lui-même. Mon Dieu, s'il savait, 2 semaines avaient passé depuis que j'avais commencé à travailler au manoir Greston. L'endroit était vide, plein d'œuvres d'art coûteuses et de surfaces froides, mais sans âme. Je m'y étais fondu, devenu invisible. Je frottais les sols de marbre jusqu'à ce qu'ils reflètent le ciel gris, époussetais les innombrables étagères de livres, astiquais l'argent jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Mais j'observais aussi. Être la fille muette rendait les gens négligents autour de moi. J'ai vite appris que Julian Sterling était un homme assiégé. Un après-midi, alors que je polissais la table en acajou de la salle de conférence, j'ai entendu Declan et Julien se disputer. « Les territoires du Nord deviennent audacieux, Julien », avait dit Declan en claquant une carte sur la table. « 3 incursions la semaine dernière. Ils testent nos frontières. Ils savent que vous êtes toujours blessé. »« Je ne suis pas blessé, » avait grogné Julien, un grondement sourd qui avait fait vibrer ma poitrine de l'autre bout de la pièce. « Votre jambe lâche après 1 heure d'entraînement. Vous ne pouvez pas changer complètement sans douleur. Si le Haut Conseil découvre que l'alpha du clan Sterling est compromis, ils ne le découvriront pas. » Je maintenais ma tête baissée, essuyant le bois en rythme, mais mon cœur se serrait. La blessure que je l'avais sauvé de porter le hantait toujours. La louve fantôme lui avait sauvé la vie, mais je n'avais pas pu lui rendre sa force. C'était la raison de ma prison, de mon silence, et de ma présence ici, dans cette mascarade. Un soir, la tempête s'était intensifiée. Le courant avait vacillé, plongeant le manoir dans une pénombre lugubre. J'étais dans la bibliothèque, ma pièce préférée, qui sentait le vieux papier et le cuir. Un parfum réconfortant qui masquait l'odeur dominante de loup qui imprégnait toute la maison. Je n'avais pas réalisé que Julien était là jusqu'à ce que la cheminée s'anime, crépitant et projetant des ombres dansantes. Il était assis dans un fauteuil en cuir à dossier haut, face au feu. Torse nu, une bande autour des côtes pour masquer un nouveau bleu d'entraînement. Dans ses mains, un carnet de croquis. J'avais figé. Il avait dit de rester hors de sa vue. « Entrez, Marie », avait-il dit, sans lever les yeux. « J'entends les battements de votre cœur. Il s'affole. » J'avais hésité, puis j'étais entré dans la lumière du feu. J'avais posé le plateau avec une carafe d'eau fraîche sur la table basse. « Vous travaillez tard », avait-il murmuré. Il avait l'air épuisé. Des ombres profondes, comme des contusions, marquaient ses yeux. Mes yeux s'étaient posés sur le carnet ouvert sur ses genoux. Le dessin était brut, au fusain, mais le sujet était reconnaissable. Une louve massive d'un blanc pur aux yeux bleus. Moi. Julien avait remarqué mon regard. Il avait tracé le bord du papier avec un doigt calleux. Ils disent qu'elle est un mythe. Mon équipe de sécurité pense que j'ai eu des hallucinations à cause de l'hypothermie et de la perte de sang. Une boule s'était formée dans ma gorge cicatrisée. Mais je me souviens, avait continué Julien, sa voix prenant une qualité fiévreuse. Je me souviens de la chaleur de sa fourrure. Je me souviens qu'elle a repoussé 3 renégats. Elle a pris une morsure à la gorge qui m'était destinée. Il avait levé les yeux vers moi, son regard intense. C'est pourquoi je ne la trouve pas. Elle est probablement morte dans cette neige. Je dois ma vie à un fantôme. Ma main tremblait en versant l'eau. Quelques gouttes avaient éclaboussé la table. Julien avait soupiré, se frottant les tempes. « Je suis désolé. Je ne devrais pas importuner mon personnel avec mes délires. Allez vous coucher, Marie. » J'avais hoché la tête, m'apprêtant à partir. Crash! Un lourd buste en bronze sur l'étagère supérieure de la bibliothèque, dérangé par les vibrations du tonnerre dehors, avait basculé. Il était tombé tout droit vers la tête exposée de Julien. En une fraction de seconde, alors qu'il était perdu dans ses pensées et entravé par sa blessure, il avait réagi trop lentement. Il avait grimacé, mais il n'y serait jamais arrivé.
Moi, je n'avais pas réfléchi, je n'avais pas calculé. L'instinct qui m'avait tenu en vie dans les rues de contrées russes avait pris le dessus. J'avais bougé. Pour un œil humain, cela aurait été un flou. J'avais traversé les 3 mètres qui nous séparaient en une seule foulée fluide. Je ne l'avais pas poussé. J'avais attrapé l'objet. Ma main s'était levée, saisissant le buste de 5 kilos en bronze à quelques centimètres du crâne de Julien. L'impact était lourd. Il aurait brisé un poignet humain. Moi, je n'avais même pas bronché. Le silence était tombé dans la pièce, plus lourd que la tempête dehors. Je me tenais là, ma poitrine se soulevant légèrement, le buste en bronze fermement serré dans ma petite main. J'avais réalisé mon erreur immédiatement. Trop vite. C'était trop vite. Lentement, terrifiant, Julien avait levé les yeux du lourd objet en bronze vers mon visage. Ses yeux s'étaient écarquillés, ses pupilles se dilatant alors que son loup remontait à la surface, sentant un prédateur. Il s'était levé, me dominant de sa taille, et avait attrapé mon poignet, celui qui tenait le buste. Sa prise était de fer. Une humaine, avait chuchoté Julien, sa voix dangereuse. Se serait brisé le bras en attrapant ça. Une humaine n'aurait pas pu traverser la pièce aussi vite. Mon cœur battait un rythme frénétique. J'avais essayé de me libérer, laissant tomber le buste. Il avait retombé lourdement sur le tapis. Julien n'avait pas lâché prise. Il m'avait tiré plus près, levant ma main à son nez. Il avait inhalé profondément, ignorant l'eau de Javel et le savon, cherchant l'odeur en dessous. J'avais paniqué. J'avais fait la seule chose que je pouvais. J'avais piétiné son mauvais pied. C'était un coup bas, et j'avais retenu ma force, mais c'était suffisant. Julien avait sifflé de douleur. Sa prise s'était relâchée pour une microseconde. J'avais arraché mon bras et m'étais enfui. Je n'avais pas couru comme une servante. J'avais couru comme un animal chassé, sprintant hors de la bibliothèque et dans le couloir, disparaissant dans l'ombre des quartiers du personnel. Julien était resté seul dans la bibliothèque, la douleur dans sa jambe pulsante. Mais il n'était pas en colère. Un sourire lent et prédateur avait traversé son visage. Il avait regardé sa main où mon pouls avait battu contre sa paume. Pas humaine, avait-il chuchoté à la pièce vide, et définitivement pas une bonne. Il avait marché jusqu'à son bureau et avait décroché le téléphone. Il avait composé le numéro de Declan. « Declan », avait dit Julien, sa voix froide et acérée. « Vérifie à nouveau l'historique de Marie Rostova, et cette fois, fouille plus profondément. Je veux savoir d'où elle vient réellement. » En raccrochant, il avait regardé le dessin au fusain de la louve blanche. Les pièces commençaient à bouger, mais il ne voyait pas encore l'image complète. Il ne savait pas qu'il venait de menacer la seule créature qui pouvait le sauver de ce qui allait arriver. Parce qu'à l'extérieur, sous la pluie battante, des yeux jaunes surveillaient le manoir. Les renégats du Nord n'avaient pas seulement testé les frontières, ils étaient là. Et cette fois, ils ne partiraient pas sans la tête de l'Alpha. Moment, ici je dois faire une pause, un instant. L'ensemble de cette situation, cette histoire de l'Alpha obsédé par sa louve gardienne, et moi, la soi-disant gardienne, et en train de faire le ménage chez lui. C'était d'une absurdité totale, vous ne trouvez pas? Je veux dire vraiment, si vous y pensez, un homme immensément puissant, l'Alpha le plus redouté, dépensant des millions pour retrouver un fantôme, une légende, alors que ce même fantôme est là, sous son nez, à lui préparer son bain ou à astiquer ses planchers. Dans mon ancien monde, en Russie, on aurait dit que le destin se moquait de nous, ou que Dieu avait un sens de l'humour très, très particulier. Je passais mon temps à me cacher, à être invisible, et lui, il cherchait sans relâche une chimère. Et cette chimère, c'était moi, qui tentais de me fondre dans le décor. C'était une danse macabre entre deux êtres qui étaient bien plus liés qu'ils ne le savaient, ou voulaient l'admettre. C'est fou, n'est-ce pas? La vie est tellement ironique parfois. Enfin, revenons à nos moutons. Le matin suivant, le soleil ne perçait pas les nuages d'orage. Il ne faisait que teinter le ciel couleur charbon d'une nuance plus claire de gris contusionné. Dans le manoir Greyston,
L'air était épais d'une tension qui faisait dresser les poils sur la nuque de Marie. Elle n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait la poigne fantôme de la main de Julien sur son poignet, la chaleur de sa peau brûlant à son point de pouls. Elle avait fait une erreur, une fatale erreur d'amateur. Dans la cuisine, le tintement des casseroles était plus fort que d'habitude. Sophie, la chef gouvernante, arpentait le sol. Il est de mauvaise humeur, avait chuchoté Sophie à la cuisinière, sa voix tendue. Declan est dans son bureau depuis 1 heure. L'alpha n'a pas pris de petit déjeuner. Il a renvoyé le café 2 fois. Elle s'était retournée, repérant Marie qui traînait près du garde-manger. « Toi, Marie, tu trembles comme une feuille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? » Marie avait serré sa tablette. Secouant rapidement la tête, elle avait tapé « Juste froid ». « Eh bien, mets un pull », avait dit Sophie. « Tu vas monter le plateau du déjeuner. Il a spécifiquement demandé pour toi. » L'estomac de Marie s'était noué. Ce n'était pas une demande, c'était une convocation. La marche jusqu'au bureau de l'Alpha ressemblait à une marche vers l'échafaud. Le manoir, habituellement silencieux, semblait murmurer. Les portraits d'anciens Alpha qui ornaient le couloir semblaient la regarder avec des yeux jugeurs. Ils savaient ce qu'elle était. Ils savaient qu'elle était une louve renégate cachée au cœur de leur territoire. Quand elle avait atteint les lourdes portes de chêne, elle n'avait pas frappé. Elle avait attendu, son ouïe aiguisée percevant la conversation à l'intérieur. Le contrôle de sécurité est clair, Julien. La voix de Declan était frustrée. Marie Rostova, orpheline à Lyon, déménagée à Saint-Malo il y a 3 ans. Les dossiers médicaux confirment la blessure aux cordes vocales. Accident de voiture 2018. Elle paye ses impôts. Elle a une carte de bibliothèque. Elle est ennuyeuse. Les traces écrites peuvent s'acheter. La voix de Julien était bassiste, vibrant avec ce timbre sombre et magnétique qui faisait que la louve de Marie arpentait sans repos en elle. Une fille humaine n'attrape pas un buste en bronze de 5 kilos en plein vol, Declan. Ses réflexes étaient plus rapides que les vôtres. Peut-être qu'elle a juste de la chance ou qu'elle a eu une montée d'adrénaline. Elle a piétiné ma mauvaise jambe avec une précision chirurgicale. Julien avait marqué une pause. Elle savait exactement où frapper pour rompre une prise sans causer de dommages permanents. C'est de l'entraînement au combat. Marie avait fermé les yeux. Il sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avait demandé Declan. On la vire? Non, avait dit Julien sombrement. Si c'est une espionne pour les Russes ou le clan du Nord, la virer la renvoie juste à ses chefs pour faire un rapport sur notre dispositif de sécurité. Nous la gardons près. Nous l'étouffons de présent. Je veux savoir qui l'a envoyée. Envoyez-la. Non. Marie avait pris une inspiration, masquant son odeur du mieux qu'elle pouvait, refoulant la louve et ramenant l'eau de Javel et la peur à la surface, et avait poussé la porte. Julien était assis à son bureau, mais il ne travaillait pas. Il surveillait la porte. Quand elle était entrée, ses yeux gris d'acier s'étaient posés sur les siens, la disséquant. Il n'avait pas regardé le plateau de nourriture. Marie avait avancé, ses jambes semblant lourdes. Elle avait posé le plateau sur le coin du bureau. Elle ne s'était pas retirée cette fois. Elle ne pouvait pas. Julien s'était levé lentement. Il favorisait sa jambe gauche, une grimace de douleur traversant son visage avant qu'il ne l'efface. Il avait contourné le bureau, réduisant la distance entre eux jusqu'à être inconfortablement proche. « Sophie me dit que vous êtes efficace », avait dit Julien doucement. « Mais je pense que vous êtes surqualifiée pour nettoyer les sols, Marie. » Marie avait gardé les yeux sur le nœud de sa cravate. Elle n'avait pas bougé. « Désormais, » avait continué Julien, sa voix tombant dans un murmure qui caressait son oreille, « vous n'êtes plus affectée au ménage général. Vous êtes mon assistante personnelle. Vous nettoyez mes quartiers, vous organisez mon emploi du temps, vous m'apportez mes repas. Vous ne quittez pas l'LS sans ma permission. » Il l'emprisonnait. Il la mettait sous cloche pour l'étudier. Marie avait levé les yeux, ses yeux dépareillés s'écarquillant. Elle avait tendu la main vers sa tablette, mais la main de Julien avait jailli,
couvrant la sienne. Sa peau était chaude, sa paume rêche. « Pas d'écran », avait-il ordonné. « Si vous voulez communiquer, vous me regardez. Utilisez vos mains. » Marie avait retiré sa main, tremblante. Elle avait levé les mains, signant lentement « Je ne comprends pas ». Julien, étonnamment, avait compris le geste, ou peut-être avait-il simplement lu la peur dans son langage corporel. « Vous comprenez parfaitement », avait-il dit. « Vous avez un secret, Marie. Je vais le découvrir. Et tant que je ne l'aurai pas, vous m'appartenez. » Il lui avait tourné le dos, la renvoyant d'un geste de la main. « Préparez-moi un bain et mettez du sel d'Epsom supplémentaire. Ma jambe me fait souffrir. » Marie s'était enfuie dans la salle de bain attenante. En ouvrant les lourds robinets en laiton, regardant la vapeur monter, elle avait aperçu son reflet dans le miroir. La cicatrice sur sa gorge ressortait, nette et blanche. Elle aurait dû courir. Elle aurait dû faire ses valises et disparaître sous la pluie. Mais ensuite, elle avait regardé l'entrée où Julien boitait vers sa chaise de chambre, se frottant de la cuisse avec une expression d'agonie qu'il cachait à tous les autres. Si elle partait, les renégats à l'extérieur le tueraient. Il était fort, mais il était brisé. Il avait besoin de la louve fantôme, même s'il la chassait en ce moment. Je resterai, avait-elle pensé, regardant l'heure monter. Je resterai jusqu'à ce que la tempête se calme, et ensuite je disparaîtrai. Mais elle ne savait pas que la tempête était sur le point de faire voler les portes en éclats. La nuit était tombée comme un couperet. La tempête avait coupé le réseau électrique principal des heures auparavant, laissant le manoir Greyston fonctionner sur des générateurs de secours. Les lumières étaient faibles, des appliques murales ambrées vacillantes qui projetaient de longues ombres dansantes contre les murs. Marie était dans la chambre de Julien, rangeant les restes de son dîner. Il était dans le bureau adjacent, en conférence téléphonique avec ses généraux en Europe. Tout semblait faux. La louve en Marie griffait l'intérieur de sa cage thoracique, gémissant. L'air sentait l'ozone et le chien mouillé. Pas l'odeur propre de cèdre du clan Sterling, mais l'odeur musquée et rance de loup renégat, non lavé et sauvage. Elle avait cessé d'essuyer la table. Elle avait penché la tête, écoutant. La pluie battait les fenêtres, masquant la plupart des sons, mais sous le tonnerre, elle l'avait entendu. Le clic d'un verrou magnétique se désengageant. Cela venait du balcon. La chambre de Julien était au 3e étage. Le balcon donnait sur la falaise. Il aurait dû être inaccessible. Marie avait laissé tomber la serviette. Elle n'avait pas couru vers Julien. Il était trop bruyant, trop distrait par son appel. Elle s'était dirigée vers les portes du balcon, ses pas silencieux. Elle avait jeté un coup d'œil à travers les lourds rideaux de velours. La foudre avait éclaté, illuminant la terrasse. Pendant une fraction de seconde, elle les avait vus. 3 silhouettes accroupies, vêtues de tenues tactiques noires. Elles ne bougeaient pas comme des humains. Elles rôdaillaient. L'une d'elles avait des yeux qui brillaient en jaune dans le noir. Des assassins. Ils contournaient les capteurs du périmètre. Quelqu'un leur avait donné les codes. Marie s'était retournée. Elle devait le prévenir. Elle avait fait irruption dans le bureau. Julien avait levé les yeux, agacé, sa main couvrant le microphone du téléphone. « Je vous ai dit de ne pas déranger. » Marie n'avait pas attendu. Elle s'était précipitée vers son bureau, avait saisi un lourd presse-papiers en cristal et l'avait claqué contre le bois pour attirer son attention. Puis elle avait pointé frénétiquement la porte de la chambre et avait passé un doigt sur sa gorge. Danger. Mort. Julien avait froncé les sourcils, son agacement se transformant en confusion. « Marie, que... » Crash! La vitre des portes du balcon avait explosé vers l'intérieur. Le vent et la pluie avaient rugi dans la chambre, transportant 3 formes massives. Julien avait réagi instantanément. Il avait laissé tomber le téléphone et avait repoussé sa chaise, tendant la main vers le pistolet monté sous son bureau. « À terre !» avait-il hurlé à Marie. Le premier attaquant, un homme bâti comme un tank avec une cicatrice traversant son visage,
avait sauté par-dessus le canapé. Il n'avait pas d'arme. Il avait un couteau de combat dentelé enduit de quelque chose qui sentait la tulou. Julien avait tiré 2 fois. Bang! Bang! Les coups étaient partis à côté alors que sa mauvaise jambe fléchissait sous le mouvement soudain. Il s'était effondré sur un genou, gémissant. L'attaquant s'était jeté sur lui. Marie n'avait pas réfléchi. Elle ne pouvait pas te transformer. Pas ici. Pas à la lumière, pas devant lui. Si elle se transformait, sa vie de Marie était terminée. Mais si elle n'agissait pas, Julien était mort. Elle avait attrapé le lourd lampadaire à côté du bureau, avait arraché le cordon du mur et l'avait balancé comme une batte de baseball. La base en laiton avait frappé le ventre de l'attaquant avec un bruit écœurant. L'homme avait grogné, à bout de souffle, et avait trébuché sur le côté. Julien l'avait regardé, le choc dominant momentanément sa douleur. « Courez !» avait-il hurlé. « Sortez d'ici !» Marie l'avait ignoré. 2 autres hommes se précipitaient dans la pièce. Ils étaient partiellement transformés, les griffes sorties, les dents allongées. Ils étaient frénétiques. L'un d'eux s'était jeté sur Marie. Il lui avait donné un coup de revers, un coup qui aurait brisé un cou humain. Marie avait roulé avec l'impact, sentant le sang dans sa bouche. Elle avait heurté le mur, glissant. La douleur avait explosé dans sa tête, mais sa louve avait encaissé le coup, guérissant la commotion cérébrale en quelques secondes. Elle s'était relevée, attrapant un coupe-papier sur la table basse. Julien se battait pour sa vie. Il s'était engagé dans un combat au corps à corps avec le premier attaquant. Malgré sa blessure, Julien était un alpha de premier ordre. Il était brutal. Il avait attrapé le bras de l'attaquant, brisant l'os, et avait enfoncé son genou dans la poitrine de l'homme. Mais le troisième attaquant, une louve renégate rapide et agile, le flanquait. Elle tenait une seringue remplie d'un liquide violet brillant. De la tulou liquide concentré. « Julien !» Marie avait essayé de crier, mais seul un sifflement rauque et brisé était sorti. Elle avait lancé le coupe-papier. C'était un lancer désespéré, mais son objectif était précis. La lame d'argent s'était enfoncée dans l'épaule de la renégate. La femme avait hurlé, laissant tomber la seringue. Elle s'était retournée, les yeux brillants de rouge, se concentrant uniquement sur Marie. « Petite peste !» avait sifflé la renégate. « Je vais manger ton cœur. » La renégate s'était transformée, les os craquant et se remodelant, la fourrure jaillissant de la peau. En quelques secondes, une louve grise massive se tenait dans la pièce, grognant. Elle s'était lancée sur Marie. Marie était acculée contre les étagères. Elle n'avait pas d'arme. La louve grise était en plein vol, les mâchoires ouvertes pour lui arracher la gorge. Soudain, un coup de feu avait retenti. La louve grise avait hurlé en plein vol, alors qu'une balle lui déchirait la patte arrière. Julien était au sol, se traînant, son arme fumante. « Ne la touchez pas !» avait grogné Julien, ses yeux clignotant d'un argent brillant et terrifiant. La distraction avait acheté une seconde à Marie. Elle n'avait pas attendu. Elle avait regardé le lourd lustre au-dessus de la louve renégate. Elle avait attrapé le cordon de rideau attaché au mur et l'avait tiré avec une force surnaturelle. Le plâtre avait cédé. Le lourd lustre en fer s'était écrasé, épinglant la louve grise au sol. La bête avait hurlé d'agonie. Le silence était tombé un instant, à l'exception du vent et des gémissements de la louve piégée. Julien s'était affalé contre le bureau, son visage pâle. Le combat l'avait épuisé. Sa jambe était tordue à un angle étrange. Il avait regardé Marie, sa vision floue. « Marie », avait-il chuchoté. Mais il y avait une quatrième ombre. Marie l'avait vue avant lui. Une silhouette debout sur le seuil du balcon, silencieuse, tenant un pistolet silencieux pointé directement sur la tête de Julien. Julien était trop faible pour bouger. Il n'y arriverait pas. Marie avait fait son choix. Elle ne pouvait pas le sauver en tant qu'humaine. Elle avait tendu le bras vers l'interrupteur sur le mur et l'avait frappé du poing, brisant le plastique et plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Marie avait appelé Julien, la panique dans la voix.
Dans le noir absolu, un son avait rempli la pièce. Ce n'était pas le son d'une fille. C'était le son d'un déchirement humide, d'os se réarrangeant avec une vitesse terrifiante. Un grognement grave et vibrant avait résonné contre les murs. Un son si profond qu'il faisait vibrer les dents. L'initum. Le tireur sur le balcon avait tiré à l'aveugle dans l'obscurité. Puis un éclair de lumière blanche avait illuminé la pièce pendant une microseconde. Julien, serrant son côté ensanglanté, l'avait vu. Debout au-dessus de lui, il n'y avait pas sa servante muette. Debout au-dessus de lui, il y avait une bête de cauchemar et de légende, une louve d'un blanc pur et enneigé, massive et majestueuse. Sa fourrure hérissée de rage. La louve blanche n'avait pas grogné. Elle avait rugi. Elle s'était jetée sur le tireur sur le balcon. Il y avait eu un cri. Puis le bruit humide d'un corps heurtant la terrasse en pierre à l'extérieur. Puis le silence. Les lumières avaient vacillé. Le générateur de secours s'était remis en marche, baignant la pièce d'un faible bourdonnement jaune. Julien avait cligné des yeux, essayant de retrouver sa vision. La louve blanche avait disparu. Le tireur avait disparu. Les renégats étaient inconscients ou morts. Dans un coin de la pièce, recroquevillée en boule derrière le canapé renversé, se trouvait Marie. Elle tremblait violemment, ses vêtements déchirés aux épaules, serrant sa poitrine. Elle avait l'air terrifiée. Julien s'était traîné vers elle. Marie. Elle avait levé les yeux. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de larmes. Elle avait pointé un doigt tremblant vers le balcon. Julien avait regardé. Là, accroché au verre brisé de la porte du balcon, se trouvait une touffe de fourrure. Fourrure blanche. Et l'odeur. L'odeur du givre et de l'ozone avait rempli la pièce, dominant le sang. Julien avait regardé Marie. Elle saignait d'une égratignure sur le bras, l'air petite et fragile. C'était le déguisement parfait. Mais alors que Julien tendait la main pour toucher son visage, vérifiant les blessures, il avait vu quelque chose qui lui avait glacé le sang. Sur le sol, au milieu des éclats de verre, là où la louve blanche s'était jetée, se trouvait le collier en argent que Marie portait toujours. Le fermoir était cassé. Il avait regardé le collier. Il avait regardé la fourrure blanche sur la porte. Il avait regardé la fille qui ne pouvait pas parler. La réalisation ne l'avait pas frappé comme un camion. Elle l'avait frappé comme un murmure. Elle ne s'était pas cachée, avait pensé Julien, son cœur battant dans ses oreilles. Elle était juste là. Il n'avait pas dit un mot. Il avait juste tendu la main et avait refermé sa main sur le collier, le cachant dans sa paume avant que l'équipe de sécurité ne fasse irruption par les portes. « Sécurisez le périmètre », avait crié Declan, se précipitant avec une douzaine de gardes. « Alpha, êtes-vous touché? »« Je vais bien », avait dit Julien, sa voix dure. Il n'avait pas regardé Declan. Il avait gardé ses yeux fixés sur Marie. « Appelez le médecin », avait commandé Julien. « Vérifiez-le d'abord. »« La bonne ?» avait demandé Declan, confus. « Non », avait corrigé Julien, une lumière dangereuse entrant dans ses yeux. « Ma sauveuse. » Marie avait baissé la tête, cachant la panique dans ses yeux. Elle savait qu'il avait vu quelque chose. Le jeu avait changé. Elle n'était plus seulement la bonne, elle était la suspecte. Et Julian Sterling était le meilleur chasseur du monde. L'infirmerie du manoir Grayston était stérile, blanche, et sentait l'antiseptique et une appréhension sous-jacente. Dehors, la tempête s'était enfin calmée, laissant derrière elle une brume lourde et suffocante qui s'accrochait aux falaises. Marie était assise sur le bord de la table d'examen. Son épaule était bandée. Le blanc éclatant des compresses contrastait fortement avec les bleus qui fleurissaient sur sa peau pâle comme des fleurs sombres. Elle tenait sa tablette serrée contre sa poitrine, les jointures blanches. Le docteur Harris, le médecin du clan, avait fini de panser la blessure. « Vous avez de la chance, mademoiselle Marie. La coupure est profonde, mais elle a manqué l'artère. Vous aurez besoin de repos. Pas de levage de charges lourdes pendant 2 semaines. » Marie avait hoché la tête, gardant les yeux sur ses genoux.
Elle se concentrait sur chaque respiration qu'elle prenait. Sa louve, la louve blanche, hurlait en elle, désespérée de pousser l'énergie de guérison dans la blessure. Elle se serait refermée en quelques minutes si elle l'avait laissé faire. Mais elle ne le pouvait pas. Si la blessure guérissait sous leurs yeux, la partie était finie. Alors elle se forçait à rester brisée. Elle se forçait à ressentir chaque pulsation de douleur. « Laissez-nous », avait commandé une voix depuis l'entrée. Le docteur Harris avait hésité, puis avait incliné la tête et était parti, fermant la porte d'un doux clic. Julian Sterling se tenait là. Il avait refusé d'aller à l'hôpital pour sa jambe. Au lieu de cela, il avait laissé Harris remettre l'os en place là, dans son bureau, avec rien d'autre qu'un verre de whisky. Il s'appuyait lourdement sur une canne maintenant, une élégante canne en ébène noir avec une poignée en forme de tête de loupe en argent. Il était entré en boitant dans la pièce. La pression atmosphérique semblait chuter. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de survivre à une tentative d'assassinat. Il avait l'air d'un juge entrant dans un tribunal. Il s'était arrêté devant elle, posant les deux mains sur le pommeau de sa canne. Il l'avait fixée pendant une longue minute inconfortable. Il la disséquait. « Ça fait mal ?» avait-il demandé doucement. Marie avait levé les yeux. Elle avait hoché la tête lentement. « Bien », avait dit Julien. Le mot était froid. « La douleur vous garde honnête. » Il avait fouillé dans la poche de sa veste de costume déchirée. Il avait sorti un petit objet scintillant. Le collier en argent, il l'avait laissé pendre de ses doigts, la chaîne cassée se balançant de manière hypnotique. Le souffle de Marie s'était coupé. « J'ai trouvé ceci », avait dit Julien, sa voix dénuée d'émotion, dans les débris de ma chambre, juste là où la louve blanche se tenait. Marie n'avait pas bougé. Elle ne pouvait pas respirer. Elle avait fixé le collier, puis lui, ses yeux écarquillés d'une confusion feinte. Elle avait levé les mains pour signer. « Je l'ai perdu quand je suis tombé. » Julien avait regardé ses mains. Il n'avait pas cligné des yeux. « Vraiment? Où est-il tombé quand vous vous êtes transformé? » L'accusation était restée suspendue dans l'air, lourde et acérée. Marie avait secoué la tête frénétiquement. Elle avait saisi la tablette et tapé avec des doigts tremblants. « Je suis humaine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Je me cachais. Julien avait ri. C'était un son sec et sans humour. Il s'était rapproché, envahissant son espace, la piégeant entre son corps et la table d'examen. Il s'était penché, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir le sang sécher sur lui, la poudre et l'odeur dominante de l'alpha. « J'ai passé 5 ans à la chasser », avait chuchoté Julien. « J'ai mémorisé son odeur, givre, ozone, et quelque chose de doux, comme des baies d'hiver. Quand vous êtes entré dans mon bureau il y a 2 semaines, je l'ai senti. Je me suis dit que j'étais fou. Je me suis dit que c'était le nettoyant pour Sauls. » Il avait porté le collier à son nez et avait inhalé profondément. « Mais ça, » avait-il murmuré, ses yeux fixés sur les siens. « Ça sent elle, ça sent vous. » Le cœur de Marie battait contre ses côtes si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle était acculée. Il n'y avait aucune issue. Mais elle avait une dernière carte à jouer. La carte de la servante muette, la carte de la victime. Des larmes avaient monté à ses yeux. De vraies larmes nées de la frustration et de la peur. Elle avait laissé échapper un son doux et brisé, un halètement qui ressemblait à un sanglot piégé dans une gorge ruinée. Elle s'était recroquevillée loin de lui, se repliant sur elle-même, l'air petite et terrifiée. Julien avait fait une pause. L'agression dans ses yeux avait vacillé. Il avait vu la cicatrice sur son cou, la cicatrice qu'elle avait eue en le sauvant des années auparavant, bien qu'il ne sût pas encore cette patoise. Il avait vu une fille terrifiée, pas une guerrière. Il avait soupiré, un son d'épuisement profond. Il s'était redressé, laissant tomber le collier sur ses genoux. « Gardez-le », avait-il dit durement. « Mais sachez ceci, Marie. Je ne crois pas aux coïncidences et je ne crois pas aux fantômes. » Il s'était retourné pour partir, mais s'était arrêté à la porte. « Vous en avez fini avec le ménage.
À partir de ce soir, vous dormez dans la suite d'invités de l'aile Est à côté de ma chambre. Les doigts de Marie avaient plané au-dessus de sa tablette. Ce n'était pas une demande, avait dit Julien, sans regarder en arrière. C'est un protocole de confinement. Si les assassins reviennent, je veux mes atouts près de moi. Quand la porte s'était refermée, Marie s'était effondrée, enfouissant son visage dans ses mains. Elle n'était pas une invitée. Elle était une prisonnière. Et Julien n'était plus seulement son patron. Il était le chasseur. Et elle était la proie qu'il refusait de tuer jusqu'à ce qu'il la comprenne. Elle avait ramassé le collier. L'argent était chaud de son contact. Il sait, avait-elle pensé. Il attend juste que je fasse une erreur. 3 jours plus tard, le manoir Grayston était transformé. Les fenêtres brisées avaient été remplacées, le sang nettoyé des tapis et les lourds rideaux de velours tirés. Mais la maison n'était pas silencieuse. Elle était remplie du grondement sourd de voix dangereuses. Mort de voix dangereuses. Le conseil était arrivé. Le Haut Conseil du Pacifique, un organe directeur des 5 alphas les plus puissants de la région. Ils étaient venus sous prétexte d'offrir leur soutien après la tentative d'assassinat. Mais Julien connaissait la vérité. C'étaient des vautours tournant autour d'un lion blessé. Il voulait voir si l'Alpha Sterling était trop faible pour défendre son territoire. J'étais debout dans un coin de la grande salle, vêtu d'une robe de soirée noire que Julien avait ordonnée pour moi. Elle était modeste, à col montant pour couvrir ma cicatrice, mais elle collait à ma silhouette, me faisant me sentir exposé. « Restez prêts », m'avait ordonné Julien plus tôt. « Servez le vin. Écoutez. Ne quittez pas mon champ de vision. » Il était assis à la tête de la massive table en acajou. Il avait l'air royal malgré l'épuisement qui creusait des rides sur son visage. Declan se tenait derrière lui, la main sur son holster. À la droite de Julien était assis Pierre Cross, l'alpha du clan de la Rivière-Rouge. Pierre était un homme massif avec un crâne rasé et un sourire cruel. Il était le rival de Julien depuis une décennie. « C'est une tragédie, Julien », avait dit Pierre, faisant tournoyer son vin rouge. « Être attaqué dans votre propre maison, cela nous fait nous demander si votre sécurité n'est pas défaillante. Où est-ce votre jugement? » « Mon jugement est bon, Pierre, » avait répondu Julien en douceur, sa voix d'acier froide. « Les renégats sont morts. Le message a été envoyé. » « Vraiment? » Pierre s'était penché en avant. « Mes éclaireurs me disent que le chef renégat s'est échappé. Une femme? Ils disent que c'est une sorcière ou un fantôme. » Ma main avait légèrement tremblé en remplissant le verre de Pierre. Quelques gouttes de vin avaient débordé sur la nappe. La main de Pierre avait jailli, attrapant mon poignet. Sa prise était douloureuse. « Maladroite !» avait ricané Pierre, levant les yeux vers moi. Il avait reniflé l'air près de mon bras. Il avait froncé les sourcils. « Vous sentez étrange comme rien. Et pourtant... » Julien avait claqué sa main sur la table. Le bruit avait retenti comme un coup de pistolet dans la pièce. « Lâchez-la » avait grogné Julien. Ses yeux clignotaient d'ambre. Pierre avait souri, relâchant lentement Marie. « Sensible » avait-il dit. « Depuis quand le grand Julien Sterling se soucie-t-il du personnel? À moins que... » Les yeux de Pierre s'étaient rétrécis. « À moins qu'elle ne soit pas juste du personnel. »« Elle est mon assistante personnelle, » avait dit Julien, sa voix dangereusement basse. « Et sous ma protection. »« L'est-elle? » Pierre s'était rassis, claquant des doigts. « C'est drôle que vous parliez de protection. J'ai amené quelqu'un avec moi, un cadeau pour vous aider à sécuriser vos frontières. » Les portes à l'extrémité de la salle s'étaient ouvertes. 2 des gardes de Pierre avaient traîné une silhouette dans la pièce. C'était un homme battu et ensanglanté, lié par des chaînes d'argent. C'était un renégat. Je l'avais reconnu instantanément. C'était Cale. Il était un traqueur du clan russe, le clan que j'avais fui. J'avais senti le sang se vider de mon visage. Si Cale me voyait, voici ce que j'ai entendu plus tard de Declan à propos de ce moment, parce que j'étais trop tétanisé pour tout capter. Pour lui, ce n'était pas qu'une question de survie, c'était une partie d'échec géopolitique qui venait de prendre un tournant imprévu
et complètement insensé. Il m'a dit qu'il se tenait derrière Julien, le cœur battant à la chamade, sentant la rage monter chez son alpha. Quand Cale a été amené, il a immédiatement compris que c'était une provocation de Pierre. Mais la réaction de Julien, cette déclaration, l'avait stupéfié. Il avait vu la lueur dans les yeux de Pierre, l'opportunité de chaos. « Sa compagne? J'ai cru que j'allais m'étouffer », m'a-t-il dit plus tard, un mélange d'admiration et de consternation dans la voix. Le boss est allé all-in sans même un regard. C'était dingue. Mais aussi la chose la plus alpha que je l'ai jamais vu faire. Il a choisi de vous protéger, de déclarer la guerre, plutôt que de vous laisser tomber. Je ne sais pas si c'était la bonne décision, mais il l'a faite. Je me souviens de Pierre qui avait frappé le prisonnier. « Regarde autour de toi, Rat. Tu reconnais quelqu'un? » Cale avait levé sa tête enflée. Il avait balayé la pièce du regard. Ses yeux, laiteux et aveugles d'une orbite, étaient posés sur les gardes, sur Julien, et s'étaient posés sur moi. Il n'avait pas parlé. Il avait reniflé. Puis un sourire tordu et sanglant s'était répandu sur son visage. « Je t'ai trouvé », avait râpé Cale, sa voix comme des graviers broyés. « Petit fantôme. » La pièce était tombée dans un silence de mort. Julien s'était levé lentement. « Qu'avez-vous dit? »« Elle est à moi », avait craché Cale, me regardant. « Elle appartient à l'Alpha de l'Oural. Elle est la Louve Blanche. Elle est la tueuse qui a assassiné le fils de l'Alpha. »« Mensonge », avait crié Declan, s'avançant. Mais Julien n'avait pas parlé. Il m'avait regardé. Son expression était illisible. Ce n'était pas de la colère. C'était une réalisation profonde et déchirante. Les puzzles s'étaient enfin assemblés. Elle n'est pas juste une sauveuse, avait pensé Julien. Elle est une fugitive, une tueuse. C'est vrai? M'avait-il demandé. Il n'avait pas utilisé le langage des signes. Il m'avait parlé comme à une égale. Es-tu celle qu'il chasse? Je m'étais reculé, secouant la tête. Je ne pouvais pas l'admettre. Si je l'admettais ici devant le Conseil, Julien serait forcé par la loi de me livrer aux Russes pour éviter une guerre. Pierre s'était levé, sentant le sang dans l'eau. « Julien, si vous hébergez une fugitive qui a tué le fils d'un alpha, vous êtes en violation du traité. Livrez-la ou je la prendrai. » Les gardes de Pierre s'étaient avancés, les mains sur leurs armes. Julien avait regardé Pierre. Puis il m'avait regardé, moi, tremblante, silencieuse, qui avait nettoyé ses sols et sauvé sa vie. « Elle n'est pas une fugitive », avait dit Julien, sa voix pleine d'autorité. « Alors qu'est-elle » avait défié Pierre. Julien avait contourné la table. Il avait bougé jusqu'à se tenir entre moi et le Conseil. Il avait tourné le dos aux autres alphas, me faisant face. Il avait tendu la main et avait délicatement touché la cicatrice sur ma gorge. « Elle est ma compagne », avait menti Julien. Le souffle coupé qui avait parcouru la pièce avait aspiré tout l'air. Même moi, j'avais figé, les yeux écarquillés. « Votre compagne? » Pierre avait ri incrédule. « Crédule, une servante muette, une humaine, elle est une louve », avait déclaré Julien, se tournant pour leur faire face, protégeant mon corps du sien. « Et elle est sous la protection du clan Sterling. Quiconque la touche me déclare la guerre. »« Alors, la guerre est déclarée », avait grogné Pierre. Pierre avait fait un signe. Les gardes qu'il avait amenés n'étaient pas des gardes. C'étaient des assassins. 5 d'entre eux avaient sorti des armes automatiques de leur manteau. « À terre !» avait rugi Julien, me plaquant au sol alors que les balles déchiquetaient la table en acajou. Le chaos avait éclaté. Julien et moi avions touché le sol derrière la lourde table renversée. Des éclats de bois pleuvaient sur nous. « Vous êtes un piètre menteur », avais-je signé frénétiquement, mes mains tremblantes. Julien m'avait regardé, du sang coulant d'une coupure sur sa joue. Il avait souri, un regard sauvage et féroce revenant dans ses yeux. Je sais, mais ça nous a acheté 3 secondes. Il avait sorti un pistolet de son étui de cheville et avait vérifié le chargeur. « Pouvez-vous vous battre » m'avait-il demandé.
Je l'avais regardé. J'avais regardé le chaos qui éclatait dans le hall. Des clans ripostaient, des tables se renversaient, l'odeur de la poudre et de la Tulou emplissait l'air. J'avais hoché la tête. J'avais levé la main et j'avais déboutonné le col montant de ma robe, me donnant de l'espace pour respirer. « Bien, » avait dit Julien, « parce que je ne peux pas gérer Pierre seul. » « Et le secret ?» avais-je signé. Julien m'avait regardé, ses yeux s'adoucissant un bref instant au milieu des coupes de feu. Au diable, le secret. Si nous mourons, ça n'a pas d'importance. Si nous vivons, nous parlerons. Il s'était levé et avait tiré par-dessus la table. J'avais pris une inspiration. J'avais fermé les yeux et j'avais plongé au plus profond de moi, au-delà de la peur, au-delà du traumatisme, au-delà du silence. J'avais trouvé le feu blanc et froid de la louve fantôme. J'avais ouvert les yeux. Ils n'étaient plus marron et bleu. Ils brillaient tous les deux d'un bleu glacier brillant, aveuglant. Je ne m'étais pas transformé. Pas encore. J'avais poussé un cri. Pas un cri vocal, mais une onde de choc psychique de pure puissance alpha qui avait brisé les verres en cristal sur les tables et fait trébucher les assassins de pierre, serrant leurs oreilles. Julien m'avait regardé, stupéfait. J'avais attrapé un plateau de service et un argent, l'avais plié en deux d'une main comme si c'était du papier et l'avais lancé comme un frisbee. Il avait atteint un assassin à la gorge. La louve fantôme en avait assez de se cacher. La grande salle était un chaos de coupes de feu et de bêtes grondantes. L'air était épais de la fumée âcre de la poudre et du goût cuivré du sang. Julien perdait. Pierre Cross s'était transformé en une énorme bête au pelage bringé. Sa taille éclipsait l'Alpha Sterling blessé. Julien se battait avec le désespoir d'un homme protégeant son cœur, tirant avec son pistolet jusqu'à ce qu'il soit vide, puis utilisant sa lourde canne en ébène comme matraque. Mais sa mauvaise jambe, la blessure qui l'avait hanté pendant 5 ans, avait finalement cédé. Avec un craquement écœurant, le genou de Julien avait fléchi. Il était tombé. Pierre s'était jeté sur lui, ses mâchoires se refermant à quelques centimètres de la gorge de Julien. Julien avait levé son avant-bras, les dents du loup bringées s'enfonçant profondément dans sa veste de costume et sa chair. Julien avait rugi de douleur, sa vision brouillée. « Meurs, infirme !» avait projeté la voix mentale de Pierre, un grognement télépathique qui avait résonné dans la pièce. Le temps semblait s'être arrêté. De l'autre côté de la pièce, je l'avais vu tomber. L'homme qui m'avait engagé quand je n'étais rien, l'homme qui avait regardé mes cicatrices et y avait vu de la force, l'homme qui venait de déclarer la guerre au monde pour me revendiquer. Quelque chose en moi avait cédé. La cage que j'avais construite autour de mon âme, la peur du clan russe, la honte de ma voix, le besoin de me cacher s'étaient brisés. Je n'avais pas couru vers lui. J'avais explosé vers lui. Au milieu de ma foulée, ma forme humaine s'était dissoute, mes os avaient craqué et se sont reformés en une fraction de seconde, déchirant la robe noire. À sa place se tenait la légende, la louve fantôme. J'étais plus grande qu'aucune louve n'avait le droit d'être. Ma fourrure d'un blanc incandescent éblouissant, mes yeux brillants de la fureur bleue d'une tempête glaciaire. J'avais frappé Pierre comme un train de marchandises. L'impact avait projeté l'énorme alpha bringé de Julien et à travers la pièce. Pierre s'était écrasé contre la cheminée en pierre, fissurant la maçonnerie. La pièce était devenue mortellement silencieuse. Les assassins avaient cessé de tirer. Declan avait baissé son arme. Même le blessé Kell, saignant dans le coin, regardait avec stupeur. Pierre avait secoué la tête, se relevant vacillamment sur ses pattes. Il avait regardé la bête blanche se tenant au-dessus de Julien. Il avait montré les dents, prêt à charger à nouveau. La louve fantôme n'avait pas bronché. Elle avait ouvert ses mâchoires et avait laissé échapper un son qui n'était pas un hurlement. C'était un rugissement, un défi primal, assourdissant qui avait secoué les lustres. C'était la voix d'un prédateur suprême. Elle n'avait pas attendu que Pierre attaque. Elle s'était déplacée avec la vitesse du vent hivernal. Elle avait réduit la distance,
avait esquivé la tentative maladroite de Pierre et avait serré ses mâchoires autour de sa gorge. Elle ne l'avait pas tué. Elle l'avait serré juste assez pour couper l'air, juste assez pour lui montrer que sa vie était sienne. Pierre avait gémi. C'était un son aigu et pathétique. Il était devenu mou, se soumettant. La louve l'avait jeté de côté comme une poupée de chiffon. Elle avait tourné sa tête massive vers les assassins restants. Elle avait grogné, son museau taché du sang de Pierre. Ils avaient laissé tomber leurs armes. Des pistolets tintants avaient heurté le sol. Personne ne voulait combattre la louve fantôme. Lentement, l'adrénaline s'était dissipée. La menace était neutralisée. Je m'étais tourné vers Julien. Il était assis, serrant son bras ensanglanté, me fixant. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air stupéfait, soulagé. Il avait l'air d'un homme qui avait enfin trouvé le morceau de son âme qui lui manquait. J'avais gémi doucement. Je m'étais approché de lui, baissant ma tête massive jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de son visage. Je lui avais donné un coup de museau sur la poitrine, vérifiant son rythme cardiaque. Je le savais, avait chuchoté Julien, sa voix lourde d'émotion. Il avait tendu sa main non blessée, enfouissant ses doigts dans la fourrure épaisse et blanche de mon cou. Je savais que tu étais réel. J'avais fermé les yeux, m'appuyant contre son contact. L'énergie de la transformation avait commencé à s'estomper. Ma forme avait scintillé et je m'étais retransformé. Je m'étais effondré au sol, nue et tremblante, l'épuisement de la bataille me rattrapant enfin. Julien n'avait pas hésité, ignorant l'agonie dans sa jambe. Il avait enlevé sa veste de costume déchirée et l'avait drapée sur moi. Il m'avait tiré sur ses genoux, m'enlaçant étroitement de ses bras, me protégeant des regards de la pièce. « Videz la pièce !» avait ordonné Julien, sa voix rauque mais autoritaire. Tout le monde dehors maintenant. Declan avait fait sortir le personnel stupéfait et les prisonniers. Les lourdes portes avaient claqué. Nous étions seuls dans l'épave de la grande salle. J'avais levé les yeux vers lui, mes yeux dépareillés remplis de larmes. J'avais levé une main tremblante vers ma gorge, vers la cicatrice qui m'avait pris ma voix, puis vers mes lèvres. Je ne pouvais pas dire les mots. Julien avait attrapé ma main et avait embrassé ma paume. « Vous n'avez pas à parler », avait murmuré Julien, écartant une mèche de cheveux de mon visage. « Je vous ai entendu quand vous avez rugi. J'ai entendu tout ce que vous avez toujours voulu dire. » J'avais souri, un vrai sourire sincère qui avait atteint mes yeux. J'avais pris sa main et j'avais tracé des lettres sur sa paume. « Je suis là. » Julien m'avait tiré plus près, posant son front contre le mien. « Et tu ne repartiras plus jamais. Que les Russes viennent, que le Conseil crie. Tu es Marie Rostova, tu es la louve fantôme et tu es mienne. » Dehors, la tempête était enfin passée, mais à l'intérieur du manoir, un nouveau règne venait de commencer. Et aujourd'hui, eh bien, voilà. On pourrait penser que tout est simple et clair après ça, n'est-ce pas? La sauveuse et l'alpha. Mais la vie n'est jamais un conte de fées, surtout quand votre passé vous poursuit et que le pour toujours est une promesse que l'on doit défendre chaque jour. Ce qui s'est passé ensuite, avec le Conseil, avec les Russes, ça a été une autre guerre. Une guerre plus lente, plus politique, où les mots étaient aussi tranchants que les griffes. Et mes sentiments pour Julien? Complexes. Toujours un peu de peur, un peu d'incertitude, mélangé à cette connexion profonde, ce sentiment étrange d'être enfin à ma place, même si c'était la place la plus dangereuse du monde. C'est un chemin sinueux, sans fin claire. Je ne sais pas si c'était la meilleure décision que Julien ait prise, de me déclarer sienne devant tous, de déclencher cette guerre, mais il l'a faite. Et je suis toujours là. Est-ce que ce genre de lien est suffisant pour tout surmonter, vous croyez? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais on essaye, et c'est peut-être ça, le plus important.